Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté parmi les 160. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute et un très bel été. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue, vous écoutez l'épisode 65 du podcast Les Petits Plus Zen et aujourd'hui je vais vous présenter une quarantaine d'idées pour occuper les enfants pendant l'été. C'est toujours un défi d'occuper nos enfants pendant l'été, que vous soyez à la maison, que vous soyez entre amis, peut-être dans une maison de vacances, peut-être à l'hôtel, peut-être au camping. Donc vous allez bénéficier d'une room et qui présente donc tout un tas d'activités par rapport au sensoriel, par rapport au langage, par rapport à la lecture, par rapport aux sciences, par rapport aux mathématiques. Donc je vous souhaite une très belle écoute de cette room. À bientôt. Aujourd'hui, le thème est comment nous allons réussir à occuper tous nos enfants pendant tout cet été. Vous êtes peut-être déjà vous-même en vacances, vous avez peut-être déjà vous-même les enfants qui sont à la maison. Comment allez-vous pouvoir les occuper? Peut-être qu'ils vont chez les grands-parents, peut-être que vous allez rester avec eux à la maison, peut-être qu'ils vont au centre aéré, peut-être que vous allez partir ensemble en vacances. Donc parmi toutes les idées qui vont être présentées aujourd'hui, donc il va y en avoir une trentaine, ce que je vous propose, c'est de picorer vraiment comme sur un buffet et de voir ce qui vous paraît possible de mettre en place tout simplement parce que vous avez le matériel sur votre lieu de vacances ou si ça concerne un âge d'enfant différent, si votre enfant est plus jeune, si votre enfant est plus vieux, eh bien vous verrez comment adapter l'activité que je vais vous proposer aujourd'hui. Cette idée, elle est venue pendant le confinement en réalité, donc en mars 2020 quand ma classe a dû fermer, comme le reste de la France. Donc j'étais sur un dispositif des moins de 3 ans. Les parents que j'avais m'ont dit mais on ne sait pas du tout comment continuer ce que vous avez commencé en classe. Donc est-ce que vous pourrez nous envoyer des idées d'activités? Et du coup pendant le confinement de 2020, j'envoyais chaque matin d'école, où on devait avoir école normalement, 10 idées d'activités à faire à la maison avec les enfants. Donc c'était ciblé plutôt pour les 2-3 ans. Et vous allez pouvoir vous adapter en fonction de l'âge de votre enfant, si c'est quelque chose qui vous paraît accessible ou moins accessible. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qui vous fait sens, ce qui convient à votre emploi du temps, parce que peut-être que vous continuez à travailler pendant l'été et vous serez moins disponible pour mettre en place telle ou telle activité. Ça ne va pas être 30 activités où l'enfant peut faire complètement tout seul. Il peut y avoir besoin d'une relance, d'une remotivation, auquel cas vous allez pouvoir faire quelque chose en parallèle, mais pas forcément être complètement libéré. On va peut-être commencer par toutes les activités autour de la sensorialité. Vous savez que les enfants sont en plein développement et en pleine maturité au niveau des 5 sens, donc on va pouvoir commencer sur les activités qui mettent en exergue, qui mettent en exercice, qui mettent en développement leur vue, leur goût, leur toucher, leur ouïe et leur odorat. Donc parmi les activités sensorielles, on va commencer par tout ce qui est du domaine du toucher. Donc si votre lieu de vacances est à côté de la plage, si votre lieu de vacances est à côté de la montagne, de la rivière, qu'il y a une prairie,
On va partir des éléments qui sont autour de votre maison de vacances et d'aller vraiment gambader dans cet endroit-là. Donc passer une après-midi sur la plage, c'est vraiment un basique, c'est vraiment un classique pour les enfants d'aller patouiller dans le sable. Le sable, c'est vraiment une créativité pour eux de modeler, de faire des pâtés, d'empiler, de tracer avec des bâtons, parce que ça leur donne une impression de pouvoir, ça leur donne une impression de puissance. Ils sont vraiment très contents d'aller manipuler des éléments naturels comme ça. Donc première activité, le sable. Si vous n'avez pas de plage pendant vos vacances, vous pouvez aller dans la prairie à côté et l'enfant va collecter des fleurs, des bâtons, des petits cailloux, des petites branches. Vous allez pouvoir faire un herbier après à la maison et ramener tous ces trésors. Pour un enfant de 1 à 5 ans, ça reste des trésors. Nous, adultes, on accorde un petit peu moins d'importance à toutes ces choses-là qui sont moins proches de notre quotidien. Mais l'enfant se dit qu'il est presque le roi du monde parce qu'il a fait lui-même un pâté de sable, il a ramassé des coquillages, il a pris des fleurs, il a pris des feuilles, il a trouvé un trèfle. Il est ravi de patouiller dans ces éléments naturels. Donc ça, c'est au niveau du toucher. Si on reste sur le domaine du toucher et que vous n'avez pas un endroit très facile, que vous êtes au camping et tout ça, vous pouvez fabriquer vous-même de la pâte à sel, une dose de farine, une dose de sel, vous mettez un tout petit peu d'eau. Vous voyez selon la texture si vous rajoutez de la farine ou pas. La pâte à sel, ça peut durer vraiment 1 heure, 2 heures. On rajoute 2, 3 petits éléments, des petits grains de poivre pour faire des yeux si on est en train de faire un animal. On peut mettre un petit peu de colorant alimentaire aussi. Donc s'il fait très gris, s'il pleut toute la journée, un petit atelier pâte à sel, ça peut être très confortable. Bon, je ne vous garantis pas que vous puissiez lire votre roman en parallèle de la pâte à sel, mais ça occupera bien les enfants et ça permet de modeler, ça permet pour les plus grands, si vous voulez aussi en profiter pour retravailler autre chose, vous pouvez modeler des lettres, vous pouvez modeler des numéros, vous pouvez vous amuser à faire des serpents en pâte à sel, vous pouvez vous amuser à faire des constructions aussi en pâte à sel. Donc suivant l'âge de l'enfant, la pâte à modeler ou la pâte à sel, c'est assez qualitatif parce que ça rejoint la sensorialité du toucher et puis ça rejoint aussi la créativité de l'enfant tout court. Après, vous allez pouvoir faire une chasse aux matières sur votre lieu de vacances, de chercher dans la maison, dans la chambre d'hôtel, dans le camping, tous les éléments qui seraient par exemple tout doux. Faire une chasse aux matières douces ou un autre jour faire une chasse aux matières qui grattent. Donc de tester avec l'enfant ce qu'il a compris de cet effet, de cette sensorialité, de cette qualité de la matière et de voir ensuite comment on trie dans sa tête, parce que c'est un critère assez subjectif au début, si on ne lui passe pas le doigt dessus pour lui dire ça c'est doux, ça c'est rugueux, ça pique. Donc c'est des termes, c'est des adjectifs qu'il va encoder, qu'il va garder dans sa base de mémoire. Donc une petite chasse aux matières douces, une chasse aux matières rugueuses au niveau de la sensorialité et des matières. Et puis un autre jour, vous pourrez faire cette chasse, mais qui sera plus concernant la vue, cette fois-ci, une chasse aux couleurs. Vous allez mettre le chrono et puis décider que vous allez dans un panier trouver une vingtaine d'objets qui soient de couleur verte. Et l'enfant, voilà, est en détective et en chasse au trésor. Et il va détecter ça dans la maison. Ça lui permet d'asseoir sa capacité à discerner les couleurs, à voir les nuances aussi de couleurs, parce qu'il y a plusieurs verts, il y a plusieurs bleus. On peut partir après sur la description. Ça, c'est un bleu clair, ça, c'est un bleu turquoise, etc. Donc, vous allez affiner ses sens au niveau de la vue. Au niveau de la vue, il y a tous les jeux autour du cache-cache. Donc ce jeu du cache-cache, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est très qualitatif. Donc au début, avec un tout bébé, ça va être plutôt joué avec un foulard. On va cacher son pied et puis on va lever le foulard et on va lui dire « Ah, t'étais caché, ton pied était caché ». Et puis quand l'enfant grandit, il va commencer à se cacher lui-même dans la maison, donc caché derrière un rideau, caché derrière une porte, caché derrière le fauteuil. Et puis avec les plus grands, on peut sortir directement au parc, dans la forêt. Prenez bien la mesure de la sécurité des lieux avant, en disant ce cache-cache, il se fait de tel arbre à tel arbre. Donc délimiter un peu la base de sécurité du jeu du cache-cache, mais de tout petit jusqu'à une dizaine d'années. Ce jeu du cache-cache, ça permet de travailler l'idée de présence à soi, l'idée de continuité aussi. Ça veut dire que pour la séparation, ça peut faire un travail intéressant. Je suis caché et je réapparais. Je suis caché et tu me vois. Donc il y a aussi cette notion que quand on est caché et qu'on ne nous voit pas, on continue à exister. Et
Et ça, vous retrouverez ça dans l'épisode 17 du podcast sur les jeux de séparation pour préparer la rentrée. Donc là, on est plutôt dans un domaine où la vue est importante. Sur les activités où la vue est importante, on va pouvoir faire, même en voiture par exemple, de trouver, de la même façon qu'on faisait le détective tout à l'heure dans la maison, de trouver des objets qui soient en forme de triangle. Donc on montre un triangle à notre enfant et puis autour de lui, il va nous montrer tout ce qu'il voit en forme de triangle. Donc ça permet d'affiner sa vue, ça permet d'affiner aussi ses critères de tri, donc sa logique. C'est un domaine de compréhension après à l'école qui sera réemployé. Toutes les formes triangles qu'il y a autour de la maison, du camping, de la route. Et puis, vous changez de critères en fonction de l'âge de l'enfant. Si votre enfant est tout petit, vous allez plutôt lui demander de montrer tous les objets violets. Si votre enfant est plus grand, vous allez pouvoir lui demander de montrer tous les objets qui commencent par la lettre A. En fonction du jeu, en fonction de l'âge de l'enfant, il va pouvoir trouver 10 objets ou 10 formes ou 10 mots qui commencent par la lettre A. Et vous, pendant ce temps-là, vous voyez à la fois ces mécanismes mentaux qui sont en train de travailler et en même temps, vous pouvez vous dire que le temps passe plus vite et que pendant la route, au moins, vous êtes concentré sur autre chose. Ce sont des jeux qui sont transposables, que vous soyez dans la maison, dans la voiture, où vous picorez sur le buffet, comme je vous disais, au tout début de la room. Ensuite, on change de sens. Donc là, on était plutôt sur le toucher et ensuite sur la vue. On va faire un petit kim au niveau des odeurs. Que vous soyez chez vous, en location, à l'hôtel, vous allez pouvoir collecter des petites choses qui sentent bon, qui sentent moins bon, et puis cacher un petit peu ça sur la table ou lui bander des yeux, et ensuite lui faire deviner quelles sont les odeurs qui sont autour de lui. Donc ça lui permet d'affiner ses sens, de mettre des mots sur les objets, de mettre des mots sur les odeurs. Donc une fois de plus, on lui permet de comprendre mieux le monde, de comprendre mieux ce qu'il aime aussi sur sa rayure d'identité. Est-ce que cette odeur pour lui, elle est agréable? Est-ce qu'il la trouve plutôt désagréable? Il y a tout autour de nous des odeurs toute la journée. S'il y a un petit bébé à la maison, l'odeur de la couche, c'est un peu moins agréable que l'odeur du plat que maman est en train de cuisiner ou l'odeur du bouquet de fleurs qui est dans le salon. Donc l'idée, c'est d'affiner à chaque fois ce qu'on pense des odeurs autour de nous. Nous, on appelle ça dans le jargon professionnel un kim des odeurs. On met à disposition sur la table plusieurs odeurs. Et vous vous doutez que ce kim, il va être aussi valable avec le goût. Donc vous récupérez des petits grains de vanille, vous récupérez un peu de moutarde, vous récupérez quelques gouttes de citron. Et puis cette fois-ci, on va goûter les saveurs, on va goûter les éléments. Et ce kim goût, il est assez facile à organiser. Vous prenez une fraise, vous prenez une feuille de menthe. Si vous allez au marché, c'est l'idéal. Vous faites le marché et puis le lendemain, vous organisez un petit kim goût. Et puis, même nous, quand on ferme les yeux et quand on ressavoure ces odeurs-là, ça nous remet en perspective d'autres sensations, peut-être des souvenirs aussi. Et on est un peu plus dans l'instant présent avec nos enfants pendant qu'on fait ces kims-là. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la maternelle. Profitez-en quand vous êtes au marché pour récupérer 2-3 petits brins par-ci par-là, de la ciboulette, de la salade, pour faire le kim goût du lendemain. On va passer maintenant à un autre sens qui va être le kim de l'auditif. Là, c'est plus facile d'aller se promener peut-être dans la forêt, d'écouter les oiseaux, d'écouter s'il y a des petits pas dans le sol, s'il y a des écureuils, si on entend des enfants au loin, si on entend des chiens, d'être attentif au bruit autour de nous. Ça marche aussi sur la plage, le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, peut-être le bruit des chevaux au loin, le bruit du tracteur, le bruit de l'hélicoptère, le bruit du gars qui fait de la planche à voile sur le côté. Donc d'être attentif au bruit, c'est quelque chose qui rassure les enfants, parce que quand il y a un nouveau bruit dans un lieu de vacances, c'est toujours un petit peu inquiétant. Donc le fait d'affiner ses sens et de mettre une cause à ce bruit-là, lui permet, lui, de se rassurer et d'avoir un côté rationnel sur les bruits qui l'entourent. Quand on arrive dans une chambre d'hôtel et qu'il y a le volet qui claque, au début, l'enfant ne peut pas comprendre que c'est le volet qui claque. Donc plus on l'associe à la raison et à la cause du bruit, moins il sera en anxiété, en peur ou en panique. Petit kim des bruits, si vous avez des enfants un peu plus grands, vous pouvez aller sur un kim des instruments de musique. Ça veut dire que vous trouvez
une application sur Spotify ou sur votre ordinateur familial, vous laissez entendre le bruit du violon, le son de la harpe, le son du piano, d'aller un petit peu plus loin dans la perception des bruits. Ça lui permet une fois de plus de catégoriser les instruments de musique. Et si votre enfant est encore plus grand, vous pouvez commencer à trier si c'est un instrument à vent, si c'est un instrument à cordes, si c'est un instrument à percussion. Donc voilà, adaptez une fois de plus toutes ces activités en fonction de l'âge de votre enfant. La base, c'était plus pour les 2-3 ans. Mais si votre enfant a 10 ans, un kim auditif peut être très intéressant aussi. Et puis même avec vos ados, parce que des fois on fait ça avec mon ado, on met la musique, on met la radio, et puis on laisse quelques secondes sur le titre de la radio, et on doit deviner quel est le chanteur, deviner quelle est la chanson. Donc, à tout âge, c'est un jeu qui peut s'adapter même en famille, entre amis, de jouer au kim auditif. On va pouvoir passer à d'autres activités. Ça va peut-être vous demander un tout petit peu plus de matériel si vous êtes en vacances, mais généralement sur les marchés ou sur les magasins autour de votre lieu de vacances, vous allez pouvoir trouver ça. Donc toutes les activités autour des gommettes. Pour les enfants, on peut faire une centaine d'activités quand vous avez des gommettes à la maison. Donc pour les tout petits, ça va être juste de prendre une feuille et de mettre 4 points noirs sur la feuille blanche, et puis l'enfant va coller les gommettes pour cacher le point. Ça paraît très simple, mais c'est déjà une habileté oculomotrice, ça veut dire qu'on coordonne le muscle de l'œil avec le muscle de la main, et c'est pas si facile pour un enfant d'associer le geste du doigt avec ce qu'il voit où est le point noir. Avec ces petits jeux tout simples, avec vos tout petits, vous allez déjà travailler des compétences qui seront reprises ensuite à la crèche ou à l'école. Avec des plus grands, vous pouvez associer les couleurs. Par exemple, vous faites des petits points rouge, vert, bleu, et puis l'enfant va devoir coller une gommette rouge sur le point rouge, une gommette bleue sur le point bleu, une gommette jaune sur le point jaune, etc. Donc d'associer le fait de coller au fait de mettre la même couleur. On appelle ça en pédagogie 2 critères d'action. Donc voyez si votre enfant est capable de ça. Le but, c'est pas de lui mettre une activité qui soit trop ambitieuse, c'est de mettre la juste activité en fonction de son niveau de compréhension. Si pour lui déjà décoller et coller une gommette c'est difficile, dans ce cas-là, vous donnez juste une feuille et puis l'enfant s'amuse à coller des gommettes et il n'y a pas de consigne. Et puis si l'enfant veut se challenger, si l'enfant veut un peu du défi sur sa rayure violette, vous lui donnez une deuxième consigne. Par exemple, coller toutes les gommettes sur une ligne que vous auriez mis au milieu de la feuille ou sur une ligne courbe comme un collier. Et lui, il colle les gommettes sur la ligne pour faire un collier en gommettes. Donc la consigne varie en fonction de l'âge de l'enfant. C'est pareil à l'école, c'est pareil l'été. Par rapport aux gommettes, on peut ensuite jouer à faire des gommettes en miroir. Nous, on fait un modèle à gauche de la feuille, on trace une ligne au milieu, et puis l'enfant essaye de faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est plutôt sur un âge de 5, 6 ou 7 ans. Ça veut dire qu'il va essayer de retrouver l'axe de symétrie. Donc lui, il ne va pas savoir que c'est l'axe de symétrie, c'est vos parents que j'explique ça. Et de voir que en haut, c'était plutôt la gommette rouge, en bas, c'était plutôt la gommette jaune, la gommette verte, elle touchait la gommette jaune. Nous, on appelle ça de la topologie en pédagogie à l'école. Donc ça peut être un travail aussi intéressant parce que ça met en exercice ses cellules, ça met en exercice vraiment ses compétences de repérage dans l'espace. Voyez si c'est adapté à l'âge de votre enfant, mais pas avant 5 ans en général, la topologie, sinon c'est un peu compliqué. Sinon, pour des exercices plus simples de topologie, si vous avez envie de jouer à ça avec votre tout petit, ça peut être très simple. Vous prenez un de ses doudous, et puis son doudou, vous dites « Ah, doudou, il va se cacher sous la chaise ». Et vous avez aussi un doudou, vous avez aussi une chaise, et vous montrez à l'enfant que doudou est sous la chaise. Et votre bébé peut prendre doudou et le mettre sous la chaise. Ça n'a l'air de rien, mais il est en train d'engrammer, il est en train d'encoder les mots qui sont associés à la topologie. Donc avec un simple doudou, il y a beaucoup d'activités à faire aussi. Et si vous voulez travailler la topologie avec votre tout petit enfant, vous pouvez prendre doudou pour mettre dessus, dessous, à côté, à gauche, à droite. Il va les entendre, il ne va pas pouvoir les produire, mais au début, il va pouvoir faire comme vous
Et puis petit à petit, vous n'aurez plus besoin de montrer pour dire est-ce que là tu es en dessous de la table, est-ce que là tu es au-dessus de la chaise. Et on évalue ça à la fin de la grande section, on évalue ça à la fin du cycle 1 à la maternelle. Donc ça, c'est une activité qui est assez facile à faire. Vous pouvez le faire aussi avec des petites voitures, vous pouvez doubler les consignes en utilisant peut-être 4 voitures différentes. Vous emmenez les voitures au parc et puis vous demandez à votre enfant de dire ah bah tiens, là c'est la voiture jaune qui va être au-dessus du toboggan, c'est la voiture bleue qui va être en dessous de la fleur de bascule et tout ça. Et là, vous travaillez aussi la topologie, que ce soit dans un espace limité, donc sur une feuille, ou que ce soit dans un espace plus vaste, la forêt, le parc, la plage. Donc vous pouvez combiner les consignes et le matériel pour adapter encore plus. Et puis la petite touche pédagogique, c'est que nous, on appelle ça transférer des connaissances et des compétences. Et c'est ça qu'on cherche pendant l'été, en fait, que certaines des compétences que votre enfant a apprises cette année ne tombent pas aux oubliettes, ne soient pas perdues parce que y a d'autres activités, parce que les connaissances par principe sont écrasées quand il y a des nouveautés. Les compétences de l'année sont parfois un peu reléguées à l'arrière-plan. Quand vous faites des petits jeux avec vos enfants pendant l'été, quand vous proposez du matériel et des consignes précises, ça réactive des schémas neuronaux, ça réactive des compétences qu'il a déjà entendues pendant l'année. Voilà autour des gommettes, voilà autour aussi des activités avec les doudous. Si vous voulez rester dans la zone doudou, on va partir sur la zone doudou du langage. Donc en topologie, on était plutôt sur où est le doudou, dans quel espace il est, dans quel repérage spatial il est. Et avec les doudous, on va pouvoir inventer des histoires. Donc les enfants adorent ça. Les enfants vont directement dans un imaginaire. Donc vous prenez 3 doudous que vous avez emmenés en vacances, 3 doudous que vous trouvez sur place, parce que vous êtes chez des amis et il y a d'autres doudous. Et avec ces 3 doudous, vous proposez à vos enfants d'inventer une histoire. Donc il y a peut-être ce doudou-là, il lui est arrivé un problème, il vient voir ses amis lui répondent ah tu pourrais faire ça. Suivant l'âge de l'enfant, ça peut partir dans tous les sens. C'est très qualitatif, comme temps de qualité, c'est vraiment un téquille de créer ça avec eux, parce que chacun de vos enfants, chacun de vos âges d'enfants aussi, va avoir une perspective, va avoir une idée créative par principe, puisqu'on est en train d'inventer une nouvelle histoire, et on ne sait pas au début de l'activité comment ça va finir. Donc si vos enfants sont tout petits, il va leur arriver des aventures assez faciles. Peut-être que le doudou a lui-même perdu son doudou, peut-être que le doudou est tombé de la balançoire. Et voyez avec eux comment est-ce qu'ils veulent continuer l'histoire. Si vos enfants sont plus grands, ils vont après pouvoir le dessiner. Donc dessiner l'histoire qui est apparue avec le doudou. Ils vont pouvoir même le refaire en pâte à modeler. On parlait tout à l'heure de pâte à modeler. Et puis on pourrait même, si les enfants sont encore plus grands, sortir de cette histoire en mode théâtre. Ça veut dire qu'on peut jouer l'histoire qui a été inventée avec les doudous. Une fois de plus, c'est vraiment vous qui allez adapter l'activité en fonction de l'âge de votre enfant. Mais les doudous, on les utilise beaucoup à l'école pour inventer des choses, pour faire une identification aussi. Parce que quand on parle au doudou dans la classe, l'enfant sait intuitivement qu'il y a un message qui est transmis. Mais comme on parle au doudou, il se sent un petit peu moins concerné, donc il le prend parfois un peu moins frontalement. Et il entend le message alors qu'il n'est pas directement adressé à lui. Après, sur le matériel que vous avez dans votre lieu de vacances, peut-être que vous avez plein de casseroles, de couvercles, de tupperwares, de pinces à linge, et ça, c'est une super ressource pour travailler avec vos enfants, pour travailler la motricité fine, pour travailler l'association d'idées. Donc, voyez ce que vous avez sur votre lieu de vacances, et si vous êtes chez vous, vous avez sans doute plein de boîtes, de couvercles, de tupperwares, de boîtes rondes, de boîtes carrées. Et l'idée, c'est vraiment de mettre tout ça au milieu de la pièce, de séparer les éléments et de proposer à l'enfant de retrouver la bonne boîte, le bon couvercle. C'est très qualitatif au niveau des tailles, des formes, des poids, des dimensions. Donc c'est vraiment de la pré-compétence mathématique, c'est de la pré-compétence logique. Ça n'a l'air de rien et les mamans étaient très étonnées quand je leur proposais cette activité dans le dispositif. Elles disent mais ça n'a pas d'intérêt. Votre enfant va trouver ça génial parce qu'il a la réponse automatiquement. Et c'est ce qu'on attend d'un atelier de vie pratique, d'un atelier Montessori, parce que si le couvercle n'est pas le bon, l'enfant le verra.
et donc il réessayera un autre couvercle. Donc on appelle ça un atelier autocorrectif parce que l'enfant a directement la réponse. Et si vous travaillez un peu en pédagogie Montessori, vous savez que dans ce cas-là, comme il n'a pas besoin de l'adulte pour savoir si c'est bon ou pas bon, il peut continuer son chemin d'apprentissage, il peut continuer sa mémoire de travail et continuer ses fonctions exécutives dans l'exercice. Donc si votre enfant a 2 ans, vous mettez peut-être 4 boîtes et 4 couvercles. Si votre enfant a 5 ans, vous pouvez vous lancer sur 20 boîtes à la fois. Vous voyez en fonction de l'âge de l'enfant. Mais les boîtes et les couvercles, ça peut être aussi avec des petits bouchons de flacons, ça peut être aussi tout ce qui se ferme et qui s'ouvre peut être sujet à cette activité sensorielle, cette activité des couvercles. Et puis je vous parlais des pinces à linge parce que les pinces à linge, c'est une super activité aussi pour les enfants de 2-3 ans. Chaque année, on le fait en classe parce que ça travaille beaucoup leurs pinces, la pince pouce-index, qui va être nécessaire plus tard pour tenir l'outil pour dessiner, pour tenir l'outil pour écrire. Donc muscler les doigts entre le pouce et l'index en appuyant. Alors ce que je dis à mes élèves, c'est que les 2 bouts de la pince à linge, c'est les oreilles du crocodile. Donc on appuie sur les oreilles du crocodile et ça ouvre la bouche du crocodile. Et si vous faites une lessive en vacances, si vous faites une lessive à la maison et que vous étendez encore votre linge, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça se fait encore un peu, de montrer à l'enfant à quoi sert vraiment la pince à linge, comment vous l'utilisez vous, d'appuyer sur les oreilles de la pince à linge et ensuite la bouche de la pince à linge s'ouvre et ça croque sur le fil, ça croque sur le t-shirt à étendre, ça croque sur les chaussettes à étendre. Et si votre enfant a de 2 à 3 ans, vous pouvez vraiment lui donner le panier de pince à linge, lui donner les 10, 12 chaussettes que vous aviez à étendre et lui faire confiance pour qu'il puisse étendre lui-même, poser la chaussette, appuyer la pince à linge. C'est une activité vraiment très qualitative. De l'extérieur, on dirait que ça n'a aucun sens, mais ça travaille beaucoup, beaucoup de compétences pour un jeune enfant. En plus, il sera très fier de vous aider parce qu'il se sentira à la hauteur d'un travail de maman. Je ne dis pas ça pour me moquer, hein. Ça peut être un travail de papa, bien sûr, hein, mais c'est un atelier de vie pratique au sens faire comme les grands, s'inspirer comme les grands. En neurones miroir, pour lui, c'est vraiment de la qualité de vie. Et quand on voit un enfant qui veut nous aider à étendre le linge, qui veut nous aider à vider le lave-vaisselle, qui veut nous aider à passer le balai, sautez sur l'occasion, je vous le dis très franchement. Si votre enfant de 3 ans cet été veut balayer la véranda avec vous, laissez-lui le balai. Laissez-lui le balai parce qu'il va pouvoir, avec cette motivation, pousser les poussières dehors, voir l'effet de son geste, ajuster son geste. Donc ça va faire travailler sa flexibilité cognitive, ça va faire travailler sa concentration, sa mémoire de travail, son attention. Et ça, c'est très qualitatif, non seulement pour son développement personnel, mais aussi pour les compétences qui vont être travaillées ensuite en crèche, à l'école ou en instruction en famille. De toute façon, toutes les activités que je vous donne aujourd'hui, si vous êtes en instruction en famille, vous allez les retrouver partout sur les sites, sur les blogs. C'est vraiment des références et des compétences qu'on travaille en classe. Donc, profitez des périodes sensibles de vos enfants. Vers 2 ans, il y a vraiment cette période de « je veux faire comme toi maman, je veux faire comme toi papa ». Donc, si vous êtes en train d'étendre le linge pendant l'été, profitez que votre enfant a envie de le faire avec vous pour lui montrer comment on ouvre une pince à linge, comment on étend le linge, comment on passe le balai, comment on enlève les mauvaises herbes, comment on passe le râteau. Si vous êtes dans une maison de vacances qui est à vous, profitez vraiment de lui laisser faire des choses avec vous. Il y a plein de choses qui sont possibles pour un jeune enfant, hein. Ça peut être d'arroser les plantes, vous lui donnez un contenant adapté à sa taille, hein, un contenant qui ne soit pas trop lourd, vous lui montrez comment incliner le contenant et il va lui-même arroser les fleurs tous les soirs. Il sera tellement fier, ce sera une responsabilité pour lui de prendre soin, de contribuer à son petit niveau aux soins de la maison, aux soins du jardin, aux soins de la vie quotidienne et de prendre sa place dans la famille. C'est très symbolique, hein. C'est vraiment une activité symbolique pour le jeune enfant et vous vous doutez que ça se perd avec l'âge. À 8-9 ans, l'enfant n'a plus du tout envie de préparer la table, vider le lave-vaisselle ou passer le balai. Donc ça se co-construit quand l'enfant a entre 20 mois et 4 ans environ, où il a envie de faire ce qu'on fait nous. Parce que comme on a l'air très compétent, inspirant et de faire des activités de grands,
C'est lui qui code ça comme des activités de grand. Il aura envie de faire comme nous. Donc s'il a envie de passer l'aspirateur, pourquoi pas? Vous retirez les vases qui craignent et vous retirez les choses qui craignent. Vous lui montrez que le bord de la table, il faut faire attention et tout ça. Mais laissez-le faire des ateliers de vie pratique. Donc balayer, arroser les plantes, étendre le linge, jardiner, sortir la poubelle. Je ne vous cache pas que la première fois où je partais avec Siana pour emmener la poubelle au recyclage, les parents me regardaient bizarrement. Et Siana, elle a 4 ans, elle connaît la poubelle verte, la poubelle jaune, la poubelle marron, la poubelle grise. Elle sait même quel jour passe le camion pour la poubelle jaune. C'est super intéressant pour un enfant en fait, de comprendre que le bocal de confiture, on le met dans la poubelle verte, le papier des gâteaux, on le met dans la poubelle jaune parce que c'est un emballage en carton. Les épluchures des fruits, on va le mettre dans le compost au bout du jardin. Donc, suivant votre mode de fonctionnement à la maison, vous allez pouvoir mettre du sens sur vos actions au quotidien. Et ça paraît bizarre d'expliquer ça aux jeunes enfants, mais au contraire, si on veut lui donner un sens un peu de notre vie civique, écologique, mettez le terme que vous voulez, il va s'imprégner aussi de pourquoi on le fait nous. S'il ne veut pas le faire plus tard, il ne le fera pas, mais en tout cas, il aura un angle possible d'identification. Siana sait que quand c'est un papier, quand on fait un tri et jette, quand on ouvre le tiroir à dessins, eh ben elle sait que les dessins qu'elle ne veut plus garder, elle les met dans le sac de la poubelle jaune. Et ensuite, le sac de la poubelle jaune, elle peut l'emmener dans la poubelle jaune, etc. Donc ça n'a l'air de rien, mais ces ateliers de vie pratique, ce sens qu'on met dans la poubelle, dans le recyclage, dans le camion poubelle aussi, si vous avez des jeunes enfants, vous avez déjà vu ça, les enfants sont fascinés par un camion poubelle. Donc c'est vrai qu'on ne mettrait pas forcément ça comme activité de vacances, mais si vous savez à quelle heure passe le camion poubelle, ben vous pouvez sortir et regarder attentivement comment il fait pour s'arrêter, les petites tirettes sur les côtés qui accrochent la poubelle qui se soulève, qui se retourne, qui se verse. C'est fascinant pour un enfant. C'est fascinant. L'enfant comprend les étapes du processus, l'enfant comprend la chaîne de cause-conséquence. Pour que les poubelles soient vidées, il faut que le camion les soulève et les renverse, etc. Et ce qu'on va leur demander à l'école ensuite, c'est exactement ces processus-là pour expliquer les livres qui vont travailler en classe. On va leur demander le point d'origine, l'action 1, l'action 2, la conséquence 1, la conséquence 2. Donc en observant le camion poubelle pendant l'été, vous allez lui permettre de comprendre finalement un récit, de comprendre des causes-conséquences et de comprendre des actions, des effets, des personnages, des buts. Et c'est une chaîne narrative. C'est sans doute un peu surprenant. Je conçois que vous trouvez ça un peu étonnant. Ce que je conseille habituellement, c'est vraiment d'aller sur le forum de Céline Alvarez. Elle détaille tous les ateliers de vie pratique qu'on peut mettre en place dans une classe de maternelle. Donc c'est valable évidemment quand on fait l'instruction en famille, quand on est de service un peu pendant tout l'été, si les enfants ne partent pas, parce que pour les occuper, il faut bien mettre en place plein de choses comme ça. Donc si vous voulez vraiment beaucoup d'activités de vie pratique, ça peut être un bon support, parce que si vous tapez Montessori en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la vente d'objets Montessori, alors que la base du Montessori, c'est pas d'avoir du matériel payant cher. Le but de Montessori, c'est de justement s'investir du rôle de l'adulte, parce qu'on sent que le rôle de l'adulte a un sens. Quand l'enfant voit papa sortir la poubelle, il se dit papa fait ça parce qu'il y a vraiment un but. Moi, je veux faire comme les grands, je veux faire comme les adultes, donc moi aussi, je veux sortir la poubelle. Et quand on lui dit non, c'est pas de ton âge, c'est pas bien, c'est sale, etc., ça casse une sorte d'élan de vie parce que finalement, on le frustre, on l'empêche d'être le rôle du grand, on l'empêche de prendre part à la vie collective. Alors, je comprends que la poubelle, ça soit compliqué, on était dans le Kim odeur tout à l'heure, donc oui, il y a une conséquence hygiénique, il faut lui laver les mains avant, il y a peut-être un peu de confiture sur le bord du pot, mais je vous amène à considérer le sens de l'activité. Et pour l'enfant, ça a du sens de couper les feuilles dans le jardin, de vider la poubelle, d'amener la poubelle de recyclage à la poubelle jaune du bout de la rue, etc. C'est le sens qu'on y voit qui est très intéressant. On va continuer sur les propositions pour cet été. Au niveau du camion poubelle, l'idée c'était aussi de voir le sens du récit. Donc on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec les doudous.
Mais c'est vrai que si vous avez dans la maison des vacances, si vous êtes chez des amis, si vous êtes dans un hôtel ou si vous avez une bibliothèque à côté de votre lieu de vacances, ce qui est assez qualitatif aussi, c'est d'aller emprunter 3 livres, mais de laisser ces 3 livres sur la table et de ne pas les raconter, de ne pas les lire, de ne pas les expliquer. Et de prendre un moment où vous sentez votre enfant disponible et de poser la question à votre enfant, à ton avis, de quoi parle ce livre? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer dans ce livre? Et là, on est vraiment dans une activité de pur langage, d'hypothèse en fait sur le sens de la couverture, parce qu'il va prendre des indices sur cette couverture, il va se demander ce qui peut se passer dans ce livre. S'il y a un lapin sur la couverture, ça parle peut-être des animaux de la ferme. S'il y a une petite fille avec un sac d'école, peut-être que ça va parler de l'école. Donc on va attiser en fait son questionnement intérieur, on va attiser sa façon de prendre des indices sur la couverture du livre. C'est vraiment une activité qu'on fait en atelier de découverte à la maternelle. Au lieu de directement ouvrir le livre et de raconter l'histoire, l'enfant sait qu'il y a une histoire dedans. Mais on va l'inviter à deviner, à poser vraiment des mots, des hypothèses. Et quand ensuite on va ouvrir le livre avec lui pour la première fois, on va continuer les hypothèses en regardant les images, en affinant les hypothèses, et il va peut-être se rendre compte que les hypothèses étaient bonnes, ou alors pas du tout. Et se dire, tiens, je pensais que ça parlait de ça, et en fait, non, ça parle d'autre chose. Donc, notre première impression n'est pas toujours la bonne. Notre première impression peut être remodelée, ce qui fait de la place aussi à l'erreur dans l'apprentissage. Ça fait de la place au fait que on peut être, et je réfléchis du coup pour les ados à ce que ça veut dire aussi sur la publicité, hein, parce que c'est un système commercial. Quand on met la couverture d'un livre, c'est pas toujours représentatif du produit final. Et quand on fait une publicité, c'est pas toujours représentatif du produit final, hein, même sur les photos de burgers du coin, du restaurant. Et c'est assez important pour l'enfant de commencer à faire des hypothèses plutôt que d'être dans la passivité complète, juste d'écouter et de ne pas co-construire le récit. Et quand vous avez fait l'hypothèse, peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes, suivant l'âge de votre enfant, ensuite de passer à la lecture et de vérifier si ça parlait de ce qu'il pensait. Quand l'enfant a 3, 4 ou 5 ans, on peut aussi s'arrêter au milieu du livre et lui demander tu crois que ça va continuer comment? Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois que ça va finir comment ce livre? Donc une fois de plus, on est dans une activité de langage, on est dans une activité de création de récits. C'est tout simple, hein, vous avez plein de livres à la maison. Vous prenez un livre qu'il ne connaît pas encore et lui demandez mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va finir? Tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver? C'est des questionnements sur le sens du récit, c'est des questionnements sur le sens de la lecture qui vont être très qualitatifs pour lui plus tard faire les exercices en classe, faire les exercices même jusqu'au brevet, hein, puisqu'on leur demande d'expliciter un texte, de commenter un texte, d'argumenter un texte. Donc vous mettez dans la tête de votre jeune enfant de 2, 3, 4 ans déjà des principes de compétences qui vont lui servir ensuite en lecture, en écriture, en langage oral et en langage écrit. De toute façon, depuis la naissance de nos enfants, on muscle des compétences pour la suite. Quelle que soit l'activité que vous allez lui proposer parmi les 30 d'aujourd'hui et parmi celles que vous allez inventer vous-même, c'est des petites pierres pour renforcer les compétences qui sont déjà en base acquises de sa naissance, de son développement. Pour la plupart des enfants, les enfants sont prédisposés à écouter les sons, à toucher, à goûter, à manipuler, à parler. Donc c'est nous qui allons favoriser un environnement pour que ça puisse se développer ensuite au quotidien, se renforcer et puis aller vers des compétences qui s'appellent scolaires, mais qui en réalité sont des compétences humaines à la base. On va rester dans cette idée de langage. Donc là, on était parti sur les livres de bibliothèque. Bien entendu, si votre enfant est beaucoup plus grand, vous pouvez vous amuser à aller prendre différentes versions de la même histoire. Si vous avez une bibliothèque à côté de chez vous, vous pouvez prendre 3 histoires qui parlent du même thème. Par exemple, à la bibliothèque, il peut y avoir 3 livres qui parlent du petit chaperon rouge. Les auteurs vont être différents, les dessins vont être différents, et l'enfant va se rendre compte que c'est pas du tout la même tête de loup, que peut-être à la fin, c'est pas le chasseur qui vient les sauver, peut-être qu'à la fin, le chaperon rouge est encore dans le ventre, etc. Les histoires ne finissent pas toujours pareil.
Pourtant, on croit connaître l'histoire du petit chaperon rouge. Donc là, on est dans un enfant plutôt de 6 ou 7 ans qui met beaucoup de sens, qui a des références sur les livres. Et vous pouvez vous amuser à la bibliothèque à chercher ces bases culturelles, on va dire. Ça peut être n'importe quelle histoire que votre enfant aime beaucoup. S'il aime bien l'histoire du petit pousset, s'il aime bien l'histoire de Jack et le haricot magique, ou si elle aime l'histoire de la Reine des Neiges, tout ça, vous allez pouvoir trouver des supports où les personnages ne sont pas dessinés pareil, où la fin n'est peut-être pas pareille, parce que la Reine des Neiges, il y a une autre version avant le film qui ne finit pas pareil, qui n'est pas pareil. Donc ça peut ouvrir le champ des cultures et le champ des possibles à votre jeune enfant. Donc nous, on appelle ça comparer les versions du récit. Donc on fait ça à partir de la grande section, la plupart du temps, et on se base sur des livres qu'ils ont beaucoup entendus. Donc ça peut être Boucle d'or et les trois ours. Vous prenez 3 ouvrages de Boucle d'or et les trois ours, et vous voyez que c'est pas la même chose. Des fois, les trois ours, c'est une famille, le papa, la maman, l'enfant. Des fois, les trois ours, ils n'ont pas de genre, ils n'ont pas de sexe, c'est juste des ours. Et vous voyez des différences entre les livres. Donc ça, c'est pour des enfants qui ont quand même une certaine aptitude à manier les mots, une certaine capacité à se poser des questions. Je pose ça là et vous trierez. C'est vrai que plus on entraîne l'enfant à se poser des questions tôt, vers 18 mois, 20 mois, 24 mois, plus ensuite il pourra se poser des questions compliquées. Pourquoi je vous dis ça? C'est que mon but aujourd'hui, c'est de vous proposer une trentaine d'activités en dehors des écrans, non pas pour diaboliser le fait de passer du temps en famille devant les écrans, parce qu'il y en aura pendant les vacances, on va se faire un film ensemble, un dessin animé ensemble, on va regarder des photos ensemble, mais le but c'est que le cerveau puisse entraîner tout ce qu'il a déjà compris, valoriser ce qu'il a déjà compris, et le fait d'être longtemps devant un écran pour un jeune enfant, donc qu'il soit devant une console, qu'il soit devant un dessin animé, qu'il soit devant un film, ça ne permet pas de continuer à développer certaines capacités de langage, notamment de connexion neuronale au niveau du sens, du récit, du lexique, parce que la plupart des dessins animés, la plupart des films vont trop vite, sont trop stimulants. Donc au lieu d'entraîner l'enfant à mieux comprendre, ça le perturbe et ça le parasite, ça l'empêche de continuer à se développer. Donc le point de vigilance que je vais faire au milieu de cette présentation, c'est moins vous allez faire d'activités où vous laissez l'enfant seul devant l'écran, et plus vous allez permettre à ses compétences de langage, d'écriture, de compréhension, de créativité, de sens, de se développer. Donc s'il vous plaît, j'en parle très régulièrement dans mes rooms, évitez au maximum de les coller devant un écran pendant 1 heure, plusieurs fois par semaine. Surtout que dehors, il fait sans doute beau, même s'il pleut, on va dehors. Vous voyez les photos de Tiana sur Instagram, on va dehors tous les jours. Il vaut mieux aller se promener dehors. Vous savez, quand il pleut en Normandie, on va ramasser des escargots. On prend une barquette et on va chercher des escargots. Il n'y a quasiment aucune excuse à ne pas sortir. Tous les jours, on sort parce que l'enfant, il a vraiment besoin de voir autre chose, du nouveau, de l'air, de la vie, des arbres, du sable, des enfants, des gens. Voilà, je pose ça là, c'est mon intention, mais au maximum, piocher dans tout le reste des activités pour éviter de les mettre devant l'écran. En tant qu'enseignante, j'ai vu vraiment la situation des enfants de 2 ans se dégrader au fil des années. J'ai vu des enfants arriver en classe à 2 ans abîmés d'avoir regardé les écrans toute la journée chez eux. Je préfère le rappeler à chaque fois que je fais ce thème-là parce qu'il y a des parents qui me disent « Oui, mais quand tu nous proposes ces activités-là, il faut qu'on reste à côté de l'enfant. » Je fais « En effet, il y a beaucoup d'activités que vous avez entendues là, sur la vingtaine qu'on a déjà détaillées. C'est une activité où on peut éventuellement faire des mots croisés à côté de l'enfant, on peut éventuellement coudre, faire la vaisselle ou jardiner à côté de l'enfant, mais on ne peut pas le laisser absolument tout seul. Par principe, il y a très peu de moments où l'enfant va pouvoir s'occuper pendant plus d'1 heure. Je vais vous en proposer des activités où ça peut maintenir son attention pendant longtemps. Mais la plupart du temps, vous ne serez pas complètement disponible, vous, pour travailler à fond ou pour être focus sur une autre tâche. Alors qu'on croit que l'écran, pendant qu'ils sont devant l'écran, on peut faire complètement autre chose. Donc je vous invite à mettre ça dans la balance entre la dégradation des cellules neuronales de votre enfant s'il est trop longtemps exposé à des écrans et le confort qu'on a, nous, à être enfin tranquille. Il y a une balance à faire. C'est difficile, je ne veux pas vous culpabiliser, je veux juste dire que les effets sont difficiles à rétablir ensuite, quand l'enfant est tous les jours devant l'écran.
Ne culpabilisez pas s'il y a un jour où vous êtes épuisé et que vous voulez mettre un dessin animé. Bien sûr, tout le monde l'a fait, tout le monde le comprend. J'entends ça tous les jours avec les mamans que j'accompagne. Mais ce n'est pas une solution par principe. C'est vraiment une solution par défaut, en dernier recours. On sort la botte du dessin animé. Donc quand on n'a plus rien dans son buffet, quand on n'a plus rien dans sa gamelle d'activités, et là, avec tout ce que je vous offre aujourd'hui, ben, j'espère que ce sera le plus loin possible que vous mettrez la télé ou que vous mettrez le DVD. Et même s'il y a des grands qui sont habitués à le faire, même s'il y a des cousins qui sont à la maison, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup aussi, oui, mais tu sais, c'est vrai, nous, on sera avec les cousins ils sont sur leurs jeux vidéo toute la journée, eh bien, ça va nous demander un petit peu d'organisation. Ça va nous demander de la motivation, un peu comme si on était animateur de colo et qu'on dit ok les enfants aujourd'hui on va visiter le château fort du village d'à côté. Et oui, il va falloir les déloger de leurs jeux vidéo, mais une fois qu'ils seront devant le château fort, une fois qu'ils vont voir les lieux, les décors, qu'ils vont s'imaginer, que vous allez emmener des figurines pour faire comme les chevaliers, une fois là-bas, ils seront tellement contents que la déception d'avoir été arrachés à leurs jeux vidéo sera temporaire. Essayez de motiver les troupes à sortir, à aller dans un lieu historique. Si vous êtes à côté d'un château, c'est vraiment l'occasion de sortir. Si vous êtes à côté, peut-être d'une ferme, d'un zoo, évidemment c'est hyper qualitatif plutôt que de regarder un dessin animé. Je ne veux pas diaboliser l'écran, je ne veux pas diaboliser l'activité de télé, mais quand on le peut en vacances, sortez, bougez, allez visiter des choses. Si c'est une question de tarif, il y a pas mal d'offices de tourisme qui font des réductions, qui font des coupons, qui font des journées où c'est moins cher. Essayez de regarder un petit peu sur Internet s'il y a des accès réservés aux groupes. Peut-être que c'est moins cher certaines périodes du mois pour bénéficier d'une sortie culturelle, entre guillemets. Des fois, il y a des musées qui sont super intéressants pour les enfants. Il y a des musées, il y a des zoos qui ont fait des cartes familles nombreuses, etc. Mais décollez-les, s'il vous plaît, un petit peu des écrans pendant les vacances. Puis après, si vous voulez d'autres conseils pour arriver à libérer du temps pour vous, parce que des fois, l'objectif, c'est juste de libérer du temps pour le parent, pour dégager du temps pour vous, il va falloir peut-être réorganiser un peu le mode de garde dans le couple, le mode de garde dans la famille, peut-être prendre une tierce personne pour pouvoir souffler, mais ce n'est pas forcément une solution de mettre les enfants devant l'écran pour vous pouvoir souffler. Voilà, je m'arrête là sur la zone écran, puis je reprends dans la liste d'activités que vous pouvez faire pendant ces vacances-là. Alors un sujet que j'aime bien aborder, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est un sujet autour de la météo. Parce que vous allez vivre peut-être une semaine, 2 semaines sur votre lieu de vacances. Et sur ce lieu-là, ça va changer de météo. Il y a des jours où il va faire très chaud, où il va faire un peu moins chaud, où il va pleuvoir, il y aura peut-être de l'orage. Donc de regarder peut-être un moment dans la journée comment est le ciel, de le dessiner, de trouver la couleur du ciel, de voir est-ce qu'il fait très chaud, est-ce que votre enfant a connaissance qu'on peut mesurer la chaleur, qu'on peut utiliser un thermomètre pour voir comment on fait, pour savoir, ou de regarder la météo une fois ensemble après le journal pour comprendre ce que c'est que cette histoire de météo, de lui expliquer qu'il ne fait pas le même temps partout. Peut-être que chez Papy Lucien, en ce moment, il pleut et que chez nous, il fait beau. Peut-être que chez Tata, il y a de l'orage et que chez nous, il y a de la neige. Donc on peut expliquer que la météo est différente suivant les lieux. Pour un jeune enfant, ça va être très compliqué à comprendre. Et puis pour un enfant de 5-6 ans, ça peut être très intéressant de s'intéresser à des choses qui sont en dehors de son pouvoir, parce qu'on ne peut pas contrôler le soleil, on ne peut pas contrôler que dimanche pour le pique-nique, il fera beau. Donc c'est une manière aussi de se rendre compte qu'on ne peut pas contrôler tout dans la vie, que même le parent qui connaît beaucoup de choses est sujet à la météo et n'est pas acteur de la météo. Donc ce thème de la météo, je le trouve très, très intéressant à travailler avec tous les âges. Et puis, vous pouvez reprendre les activités du tout début en pâte à modeler, de faire un soleil en pâte à modeler, de faire un nuage en pâte à modeler, de faire des boules de neige en pâte à modeler. Donc, suivant les vacances où vous allez, de vous adapter à la météo et de le dessiner, le créer, faire une histoire autour de la météo. Imaginez l'histoire du bonhomme soleil qui est caché derrière le nuage. Lâchez-vous sur la créativité autour du thème de la météo. Pour les enfants un peu plus grands, j'aime bien aussi pendant les vacances leur proposer d'aller voir des métiers différents. Sur le marché, c'est assez facile de faire ça parce que vous pouvez observer qu'il y a le poissonnier, il y a le fabricant de bouteilles de cidre, le marchand de fruits et légumes, il y a peut-être le camion crêpes, il y a peut-être un maréchal ferrant qui est pas loin de chez vous. Il y a des métiers
qu'on ne voit pas forcément dans notre quotidien quand on est en ville. Et quand on est en vacances, si vous êtes dans un village, si vous êtes dans un lieu un petit peu plus traditionnel, un peu plus vintage, vous allez pouvoir accéder à des métiers différents. Et l'été, ils font parfois des portes ouvertes, des ateliers. Donc, je pense notamment en Normandie, il y a pas mal d'ouvertures d'ateliers sur, par exemple, fabriquer les cloches. Il faut fabriquer du fromage. Il y a aussi les usines qui font des portes ouvertes. Je pense à une usine qui montre comment on fabrique des caramels. Donc, cette notion de fabrication de l'objet, elle est quand même assez intéressante pour un enfant qui se dit, ah oui, donc le lait, ça vient de la vache. Vous pouvez aller assister à la traite des vaches dans certaines fermes. Vous pouvez assister à la fabrication des fromages dans certaines usines. Et pour l'enfant, ça met beaucoup de sens. Et puis, ça permet d'ouvrir le champ des possibles aux métiers. Il y a des métiers qu'il n'imaginait pas possibles. Il y a des métiers qui sont très étonnants. Par exemple, si vous allez visiter un moulin, de vous dire que les personnes qui habitent là à l'année, leur but, c'est de garder le moulin, d'entretenir le moulin. Donc c'est un métier qu'on n'imagine pas quand on est en ville. Un système d'ouverture, vraiment de curiosité au monde, de mettre du sens sur ce qu'on ne voit pas en temps normal. Donc d'ouvrir leur champ des possibles, parce que quand ils vont en être à se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire un jour comme métier, bah, les premiers métiers qui viennent pour les enfants, c'est plutôt des métiers qu'ils ont l'habitude de côtoyer, comme pompiers, policiers, maîtresses, parce qu'ils en voient au quotidien, mais ils voient peut-être un peu moins ce genre de métier-là, donc ça ouvre leur champ des possibles. Un sujet que j'aime bien travailler aussi avec les enfants pendant les vacances, c'est de s'intéresser à tout ce qu'ils voient autour de la sécurité routière, la sécurité des piétons. Quand vous allez rouler, peut-être que vous partez en voiture sur votre lieu de vacances, même si vous prenez le train, même si vous prenez l'avion, il y a des panneaux partout qui expliquent les zones de sécurité, qui expliquent comment se comporter dans ces lieux-là. Donc si votre enfant, à partir de 3, 4, 5 ans, il va être dans la période où on lui dit ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, et de faire sens en disant que les adultes aussi ont ces règles-là. Les adultes aussi ont un règlement à respecter. Quand on prend l'avion, tous les adultes ont le même règlement. Quand on conduit sur l'autoroute, tous les adultes ont le même règlement. Donc l'intéresser aux règles officielles, aux lois officielles, ça permet à l'enfant de se sentir un peu moins objet et soumis, parce que quand ils sont enfants, ils ont toujours l'impression que eux, ils n'ont rien le droit de faire. Et le but, c'est de montrer que nous, adultes, on a aussi beaucoup de lois à respecter, beaucoup de règles à respecter, et qu'ils ne sont pas les seuls à, entre guillemets, devoir suivre, devoir obéir à certaines lois. Donc ça remet une certaine horizontalité aussi dans la place de l'adulte par rapport à la place de l'enfant. L'adulte aussi doit respecter des règles. S'il n'est pas à l'heure au train, le train part sans nous. S'il n'a pas étiqueté sa valise dans l'avion, il va avoir des problèmes, une amende, une réflexion, on va lui refuser. Donc de parler aussi des règles de vie, des règles de circulation, des règles de protection. Vous pouvez enchaîner aussi après sur la protection physique. Par exemple, si on joint les deux derniers thèmes, entre la météo et les règles de vie, vous pouvez parler de la crème solaire. Pourquoi est-ce qu'on propose de la crème solaire? C'est parce que la météo est très forte, le soleil est très fort, ça peut brûler la peau. Et donc pour se protéger, on utilise de la crème solaire. Donc faites vraiment des passerelles entre les activités que je vous propose aujourd'hui, parce que l'enfant qui a vraiment besoin de comprendre le monde de sens, il va pouvoir absorber toutes les informations qu'on va lui dire pendant les vacances et mettre en lien des domaines de vie qui ont l'air éloignés. Vous auriez peut-être pas spontanément fait le rapprochement entre le thème météo, la crème solaire qu'on lui applique avant qu'il aille se baigner, et puis la sécurité physique. Et en réalité, dans la tête de l'enfant, si on lui fait des passerelles, il va pouvoir mieux comprendre pourquoi on l'embête avec cette histoire de crème solaire. Parce que pour lui, ça va prendre du sens, ça va prendre de l'importance, et il va se sentir concerné. Pas forcément concerné sur le long terme, parce qu'il n'a pas une notion de la temporalité qui est très développée. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode, je crois que c'est 58, sur comment on fait comprendre le temps aux enfants. Ça pourrait être un thème d'activité. D'ailleurs, vous sortez la pendule de la grand-mère et puis vous lui montrez comment fonctionne la pendule. Ça peut être aussi amusant. Mais sur l'idée de temporalité, on utilise du matériel qui est peut-être un peu plus compliqué à avoir en vacances, comme un sablier, comme un chronomètre. Donc vous voyez, si vous avez envie de vous lancer sur ce thème,
On leur donne quand même beaucoup d'informations en une journée, mais on leur donne parfois des informations depuis notre colline à nous, depuis notre vision à nous, alors que les enfants ont surtout envie de savoir quel est le bénéfice à en tirer. Donc de leur présenter les règles et les injonctions de la façon que lui, il puisse en tirer un avantage. Je prends l'exemple très classique de la sieste pendant l'été. C'est de faire comprendre à l'enfant que la sieste, c'est pas toujours très rigolo, surtout s'il ne le fait pas à la maison, donc pourquoi il le ferait en vacances. Mais par contre, la sieste, quand il fait très très chaud, quand on a envie le soir de rester un peu plus longtemps, bah, ça lui permet de retrouver de les forces, de lui retrouver de l'énergie, de lui faire aussi trier un peu les informations, parce que quand on va dormir pendant la sieste, bah, on va engranger les expériences du matin, on va relâcher la pression du cerveau, on va faire de la place pour les nouvelles expériences de l'après-midi. Donc de lui faire comprendre qu'il y a des bénéfices à dormir et que c'est pas la sieste, c'est pas juste pour que les parents soient tranquilles. De présenter à chaque fois l'activité que vous voulez faire avec lui. Et l'activité sieste, depuis que mes filles sont toutes petites, je leur dis que l'activité sieste, elle est aussi pour elles. Elle n'est pas du tout que pour moi. Moi, j'en tire un bénéfice. Vous imaginez bien que je suis ravie quand j'arrive à les coucher d'avoir un petit temps pour moi. Mais l'activité sieste, on va la présenter pour que tu as fait plein de choses ce matin, ton corps il est fatigué, ta tête elle a vu plein de nouvelles informations, des nouveaux mots, des nouvelles expériences. Et pendant que tu vas te reposer un peu, tu vas dormir un peu, et ben ça va te redonner plein d'énergie et plein de force pour cet après-midi. En plus, bah, ce soir, il y a peut-être le feu d'artifice, donc ce soir, on va se coucher plus tard, ou ce soir, on va voir les amis pour manger ensemble. Donc, il faut retrouver des forces pour plus tard. Et ça lui permet aussi d'écouter un petit peu plus son corps, de conscientiser son corps. Ça, c'est l'épisode 20, si vous avez envie d'écouter ça sur le podcast, parce que c'est très important de le rendre acteur de sa propre fatigue, de le rendre acteur de sa propre conception de ce qui se passe à l'intérieur de lui, s'il est épuisé, s'il est fatigué, s'il a eu trop de stimulation intellectuelle, qu'il puisse le dire. Mais pour qu'il puisse le dire, il va déjà falloir qu'il le ressente. Et pour qu'il le ressente, on va lui donner des clés dès qu'il a 2, 3, 4 ans. On va lui expliquer comment son corps fonctionne, à quel est le bénéfice à faire la sieste, quel est le bénéfice à manger, quel est le bénéfice à boire. Et vous allez pouvoir lier ça, encore une fois, avec soit la météo, en disant bah, il fait très chaud, tu as besoin de boire parce que ton corps, quand il fait chaud, bah, il transpire, l'eau s'en va. Donc vous pouvez faire une petite partie scientifique, une petite partie physiologique, médicale, à chaque fois avec votre enfant en disant oui, aujourd'hui il fait très chaud, on va mettre le chapeau, on va boire beaucoup, on va emmener des fruits qui sont pleins de jus, on va emmener de la pastèque, du melon, de mettre du sens vraiment sur tout ce que vous allez pouvoir faire dans votre journée, faire dans votre créativité de planning. Donc de l'associer à vos décisions sur la journée. Et puisqu'on est dans ce thème-là, on va rester sur l'idée qu'on peut co-construire avec nos enfants à partir de 4 ans, on peut co-construire le programme de la semaine. Parce que ça va l'aider beaucoup à se projeter dans le temps et ça va l'aider beaucoup à équilibrer les besoins de chacun. Un jeune enfant, quand on lui demande ce qu'il veut faire, il va vraiment partir de son propre plaisir. Il va dire, ben moi je veux faire la piscine, moi je veux faire la mer, moi je veux regarder les dessins animés. Donc il va parler uniquement de lui, ce qui est très normal, puisque un enfant c'est très égocentré à un certain âge. Donc au début, il va juste dire ce qu'il veut faire lui. Et l'intérêt, c'est de lui faire prendre conscience que peut-être dans la famille, on est 6, peut-être qu'il y a la cousine de 6 ans qui est avec nous, peut-être qu'il y a son frère de 1 an qui est avec nous, et que chaque personne autour de la table, chaque personne dans la maison, chaque personne dans la chambre d'hôtel ou dans le bungalow de camping a des propres rêves, a des propres projets pour cette semaine. Et de lui faire entendre que peut-être papa a envie d'aller à la pêche demain, peut-être que lui a envie d'aller voir le château fort aujourd'hui, peut-être que maman a envie de lire son livre près de la piscine aujourd'hui, et d'entendre que les besoins de chacun sont aussi importants les uns que les autres. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, l'enfant peut décider et exiger que c'est lui qui va tout choisir. Donc j'apporte très souvent la nuance dans le podcast que l'enfant a des choix à faire, par contre que l'enfant ne peut pas faire tous les choix. Si on rend l'enfant responsable du planning de l'été, nous on va s'oublier, le bébé va avoir des rythmes qui ne sont pas adaptés à son âge, la cousine va peut-être s'ennuyer parce qu'elle aussi, elle a peut-être des envies à 6 ans, on n'a pas les mêmes envies qu'à 3 ans, etc.
Donc de poser dès le début de vos vacances, quand vous allez partir avec eux, quand vous allez rester avec eux, quand ils vont arriver chez vous, de voir quels sont les projets de chacun, peut-être 4 projets pour cette semaine pour chaque personne. On les écrit, on voit ce qui est possible ou pas. Parce qu'évidemment, s'il y a un des enfants qui veut aller au zoo et que le zoo est à plus de 2 heures de route, vous allez voir que la logistique est importante. On va leur expliquer. Donc si vous êtes 2 à vouloir aller au zoo, ça veut dire qu'il faut choisir une journée entière pour aller au zoo. Parce qu'il y a beaucoup de routes, on va rester là-bas, ça va être un pique-nique. Le soir, quand on rentrera, on n'aura pas fait la sieste parce que là-bas, il n'y a pas de dortoir, il n'y a pas de lit. Donc le soir, on sera très fatigué. Donc ça s'organise. Et au lieu d'organiser tout ça entre adultes, on peut très bien associer les enfants à cette vision, à cette projection, à cette visualisation, parce que ça leur met eux aussi en balance les causes, les conséquences, le avant, le après. Et c'est très qualitatif de les associer au planning de construction, parce qu'ils se sentent écoutés, ils se sentent validés. Donc une fois de plus, il ne s'agit pas de respecter les 8 désirs de nos enfants chacun, parce que si vous êtes avec 6 ou 7 cousins dans la maison, ça va être compliqué de faire 7 désirs fois 7 cousins dans la même semaine. Parce que vous, sinon, vous allez passer votre temps à emmener les enfants à droite, à gauche. Donc de réduire ce qui est compatible, de garder ce qui est facile à mettre en place. C'est vrai que s'il y a 4 enfants sur la troupe qui veulent aller au sable, ça c'est super qualitatif pour tout le monde. Parce que quel que soit l'âge de l'enfant, vous allez trouver des activités dans le sable. Pour certains, vous allez emmener les voitures, pour certains, vous allez emmener des livres, pour certains, vous allez emmener les brassards, les bâtons pour dessiner dans le sable et tout. Mais faites-les co-construire le planning de la semaine pour que chacun soit écouté, entendu et qu'on prenne aussi en compte les projets de l'adulte. Il y a des parents, pendant leurs vacances, qui aimeraient peut-être visiter quelque chose. Et bien dans ce cas-là, on peut très bien verbaliser qu'on a fait les 4 activités des enfants le lundi et le mardi, donc le mercredi, c'est au papa de choisir quelle est l'activité qu'il va faire aujourd'hui. Peut-être que le papa a envie d'aller visiter le parc d'avions, d'aéronautique, pour aller regarder les avions. C'est pas une idée qui avait été proposée par les enfants, mais en réalité, si le papa a envie d'aller voir la course de karting ou l'aérodrome, ça peut être très très intéressant pour les enfants aussi, quel que soit leur âge. Donc le petit dernier, on va peut-être lui emmener un casque anti-bruit pour pas qu'il soit gêné par le bruit, mais les autres vont avoir des paillettes dans les yeux à l'idée d'aller voir les avions, d'aller voir les Formule 1, la course de karting, ou peut-être la fête de l'âne où il y a une brocante. Et chaque parent a son lot aussi de projection pour ses vacances, pour qu'à la fin on ne soit pas frustré et qu'on ne reparte pas du séjour en disant on a fait plaisir aux enfants, mais en réalité si on fait que plaisir aux enfants et que nous on n'a pas recapitalisé sur l'énergie qu'on voulait retrouver dans nos vacances, on arriverait à la fin des vacances en étant un peu déçu de nos vacances. Donc prenons la part des choses, que nos enfants sont capables d'entendre, qu'on a aussi des envies, que eux ont des envies et qu'on peut aller à l'équilibre pour construire le planning ensemble. Si vous n'êtes pas à côté de la plage ou de la mer, ou s'il n'y a pas de piscine sur votre lieu de vacances, vous pouvez quand même organiser une petite activité aquatique parce que c'est quand même très sympa l'été. Donc en prenant une vieille baignoire, en prenant une grande bassine, en prenant des cuillères en plastique, en prenant des petits pots, des verres en plastique, pour que l'enfant puisse quand même s'il n'a pas la mer, même s'il n'a pas la piscine, patouiller avec de l'eau. Parce que l'eau, on en parlait au tout début avec les matières, c'est quand même très intéressant de jouer à qu'est-ce qui flotte, qu'est-ce qui coule, qu'est-ce qui tombe au fond de la bassine, qu'est-ce que je peux remplir, qu'est-ce que je peux vider, qu'est-ce qu'il y a des trous. Vous pouvez lui donner des petites passoires, vous pouvez lui donner des petits moulins à eau. Il y a vraiment des lots pas chers, hein. Si vous allez à Action, il y a des petits lots à 1 € avec du matériel pour mettre des petits bateaux en plastique et tout ça. Et l'enfant peut jouer, pour le coup. Là, il peut vraiment jouer pendant 40 minutes dans une bassine d'eau. Donc si vous avez un livre à finir, vous vous mettez dans la chaise longue à côté pendant qu'il patouille, pendant qu'il joue avec l'eau. Et s'il y a de l'eau par terre, tant mieux, il sera rafraîchi. S'il n'y a plus d'eau dans la bassine à la fin, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il s'amuse et qu'il comprenne les qualités de la matière, les caractéristiques de la matière et ce qui flotte, ce qui coule. Si l'enfant est plus grand, vous pourrez faire une activité après comme un cahier de vacances où ça donne 2 colonnes avec à gauche tous les objets qui flottent, à droite tous les objets qui coulent. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'école comme activité en petite section et en moyenne section. C'est juste de l'observation. Et puis si votre enfant a 5-6 ans, vous pouvez chercher pourquoi ces objets-là flottent, pourquoi ces objets-là coulent. Parce qu'ils ne sont pas tous de la même matière.
les bouchons de champagne en liège, eh bien, ça va pas avoir le même résultat que la cuillère en inox et tout ça. Donc vous pouvez aller après dans des conclusions scientifiques, mais le but au début avec les tout petits, c'est juste de s'amuser à regarder, tiens, ça tombe au fond de l'eau, ça tombe pas au fond de l'eau, etc. Donc amusez-vous juste avec une simple bassine avec de l'eau, ça peut tenir pendant une demi-heure, ça peut tenir parfois plus d'une heure, parce que je conçois que vous n'ayez pas tous une piscine ou la plage ou la mer à côté pendant votre lieu de vacances. On peut aussi beaucoup s'amuser autour des chansons et des comptines que votre enfant connaît. Quel que soit l'âge de vos enfants, ils ont une base de données, ils ont une base de comptines assez phénoménale. Vous allez pouvoir prendre n'importe quelle comptine et essayer de changer les paroles, essayer de vous amuser, essayer de prendre l'air de la souris verte en racontant cet après-midi, on va regarder le château. Vous prenez l'air que vous voulez et vous racontez une nouvelle version. Vous changez les mots, vous changez les textes, vous changez les paroles, vous changez la mélodie. Et l'enfant au début va un petit peu tiquer parce que ça va sortir de sa base de référence, ça va modifier un peu ses perceptions, il va trouver ça très étrange et après il va sans doute se prendre au jeu, il va dire mais non maman, c'est pas du tout ça les paroles, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis petit à petit il va pouvoir essayer de créer à son tour une comptine, créer des paroles ou alors rigoler avec le personnage de la comptine. Vous prenez Cadet Roussel, vous prenez une souris verte, vous prenez pomme de reinette et pomme d'api, et puis vous faites un remix. Vous créez des paroles créatives, vous laissez libre cours à vos envies, vous laissez vraiment libre cours à votre planning. Par exemple, si l'après-midi vous allez voir des avions, vous pouvez remixer une comptine en disant cet après-midi on va voir les avions, il y en aura des petits, des grands, des minces. Vous jouez avec les mots, vous jouez avec la langue française, vous jouez avec même la langue du pays. Si vous êtes plus familiarisé de la langue du pays, pourquoi pas faire un mix avec la langue du pays où vous êtes et puis la langue française, etc. Mais jouer avec les mots, pour l'enfant, c'est une manière de s'approprier aussi le sens du mot, la forme du mot, hein, le lexique, et puis plus tard, quand il fera du travail sur les syllabes, en grande section, en lecture, en décodage, en encodage, ça lui permettra vraiment de mieux comprendre que quand on peut détourner une chanson, c'est qu'on peut séquencer une phrase, on peut couper un énoncé, on peut couper un groupe verbal, on peut couper le verbe, on peut changer l'adjectif. Donc c'est une sorte de pré-grammaire que vous lui proposez à votre enfant en faisant un simple petit jeu comme ça. C'est des jeux que vous pouvez retrouver aussi sur des spécialistes comme les orthophonistes, sur la rééducation par le langage, sur les maîtres E ou les maîtres G. Si dans votre école, on vous a déjà proposé ça, un groupe de travail avec le maître E ou la maître G, ça veut dire que les enfants vont articuler des mots, des phrases, ils vont chambouler les mots, ils vont chambouler les syllabes pour mieux s'approprier la langue du pays, la langue française, la langue de l'école, et faire des passerelles entre ce qu'il comprend et ce qu'il n'utilisait pas avant. Donc vous pouvez pendant l'été aussi créer vos propres comptines, vos propres chansons. Vous pouvez même inventer la danse de l'été qui va avec, la chanson de l'été qui va avec. Vous pouvez vraiment vous amuser. C'est parfois quelque chose qu'on voyait dans les clubs de vacances, hein. Il y avait la chanson du club. Donc tous les matins, ils mettaient la même chanson pour réveiller les adhérents, les clubistes, les vacanciers. Vous pouvez créer dans votre maison de vacances ou chez vos amis la danse de l'été, la chanson de l'été, et puis chaque enfant met une petite phrase et on la répète, ça fait une sorte d'hymne, ça fait une sorte de lien en fait, de connexion familiale ou intergénération ou avec les cousins ou avec les amis, et ce sera la chanson de l'été. Vous pouvez après en faire un petit spectacle si vous avez envie. Vous pouvez même l'enregistrer, pourquoi pas, pour la garder en souvenir. Ce sera un super souvenir pour les prochaines années de vous rappeler que c'était la danse de l'été 2022, la chanson de l'été 2022. Donc créez votre propre légende de l'été. Soyez vraiment les auteurs de cette co-construction parce que quand on les associe à un projet comme ça, ils sont tout contents. C'est comme s'ils étaient scénaristes, c'est comme s'ils étaient metteurs en scène, ils se sentent validés. Et puis quand vous avez enregistré la vidéo ou l'audio de votre chanson de l'été, votre danse de l'été, quand on se revoit, on se dit waouh, c'était drôle tout ça, on se rappelle des bons souvenirs. C'est vraiment un temps de qualité, c'est vraiment un tequil. Donc là, on était dans la créativité, on était dans le fait de créer des chansons avec des bases qu'on connaissait. Et là, ce qu'on peut faire avec des jeunes enfants aussi, c'est de rester en et de faire un petit concours avec les chansons qu'ils connaissent, juste en les
en les me. C'est quelque chose qu'on fait à l'école aussi, de chanter des chansons. Ça peut être des chansons de radio, ça peut être des comptines, et les enfants doivent deviner quelle est la chanson. Et quand c'est à eux de faire ça, ils se rendent compte que la rythmique est difficile à tenir. Et là, ça permet de se transposer à ce que comprend l'autre. Donc c'est un vrai exercice de langage au sens d'expression. C'est vraiment sur leur rayure d'expression, parce qu'ils se rendent compte que pour eux, c'est très très clair de chanter ça. Pour eux, c'est très clair qu'ils sont en train de chanter le dernier tube à la mode, mais l'autre en face ne reçoit pas le tube à la mode, l'autre en face ne comprend pas ce qui est dit, peut-être parce que l'articulation, l'intonation ou le rythme n'est pas assez précis. Donc un petit concours de me, ça peut être vraiment avec les tubes de l'été, ça peut être avec les artistes que vos ados connaissent, parce que entre eux, imaginez que vous avez toute la bande de copines de votre ado, vous êtes à la maison et puis chacune leur tour, il y en a une qui essaye d'interpréter la chanson de son groupe préféré et les autres doivent deviner quel est le bon rythme, quel est le bon titre, quel est le bon groupe, le bon chanteur. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les âges en fonction vraiment de notre base de référence. Donc pour les tout petits, ça va plutôt être les chansons de la crèche et puis pour les grands, ça peut être vraiment les chansons de leur groupe préféré. Dans les activités où il n'y a pas besoin de matériel, il y a tous les mimes. Les mimes, c'est vraiment associer la compréhension et l'expression. Donc, mimer à un enfant, mimer dormir, mimer manger. Ça se rapproche un peu de la langue des signes pour certains, puisque certains de vos enfants ont peut-être connu la langue des signes. Donc, de travailler le décodage, l'encodage, de mettre le mot sur le signe, de mettre le mot sur le mime. Et ça va permettre de diversifier les catégories. Quand c'est vraiment un très jeune enfant, on va partir sur des mots de son quotidien, comme manger, doudou, parler, aller nager, aller prendre le bain, voir les poules, s'il y a des poules dans le jardin. Et puis avec l'âge, quand vous allez mimer, ça va être des verbes. Des verbes, c'est parfois plus difficile à mimer. Par exemple, aller au marché, mimer marcher, ça va, mais aller au marché, il va falloir composer plusieurs gestes, composer pour que l'autre comprenne qu'il y a aller et il y a marcher. Donc faire des petits papiers, de préparer des petits papiers sur différentes couleurs peut-être, en fonction de l'âge des enfants du groupe, en fonction de l'âge des connaissances du groupe, pour que les papiers verts, ce soit plutôt pour les jeunes enfants, les papiers rouges pour les ados, les papiers oranges qui soient très difficiles pour les parents, etc. Mais une soirée mime, une après-midi mime, quand il pleut, quand c'est un peu gris dehors, c'est très facile à installer. Il faut vraiment une feuille et un stylo et puis 2-3 idées. Donc ça, vous trouverez sans doute des listes de mimes possibles si vous n'avez pas de jeu de société qui soit complet à propos de ça. Dans la série des mimes, il y a aussi tout ce qui est devinettes qu'on peut faire en voiture. Quand on veut occuper les enfants, quand on est dans un bouchon, quand on n'arrive pas à l'heure à l'hôtel ou qu'il y a de l'attente, je sais pas, chez le médecin et tout ça, de jouer aux devinettes, c'est assez facile à mettre en place. Donc, je pense à un animal qui a un très long cou. Voilà, vous donnez des indices en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis l'enfant complète, on se dit, ah, je sais, c'est la girafe. Et après, vous donnez d'autres éléments. C'est un animal tout petit qu'on voit dans le jardin. Donc là, ça peut être selon les références. Pour certains enfants, ça va être une fourmi, ça va être un gendarme, ça va être une mouche, ça va être ce qu'il connaît en fait de son quotidien. Ça permet de rappeler le lexique, de revisiter le lexique, de transférer les connaissances, de mémoriser aussi des nouveaux mots, parce qu'il y a peut-être des mots que l'enfant ne connaissait pas. Si vous jouez avec des enfants d'une autre famille, si vous jouez avec des enfants d'une autre culture, d'un autre mode de scolarisation, ils n'auront pas travaillé sur les mêmes projets à l'école. Ils n'auront peut-être pas les mêmes mots en référence. Donc vous allez apprendre, vous allez entraîner, vous allez engranger des nouveaux mots. Pour créer des devinettes avec les plus grands, ça peut être assez drôle aussi de faire créer des devinettes où on n'a pas le droit de dire un mot, par exemple, pour faire deviner le mot Égypte, on n'a pas le droit de dire le mot pyramide ou sphinx. Donc vous pouvez mettre des obstacles si c'est des ados qui doivent créer la devinette, donc d'adapter le jeu des devinettes en fonction de l'âge de l'enfant. Un petit truc facile aussi, c'est quand vous allez vous promener, vous allez pouvoir récupérer des magazines, vous allez pouvoir récupérer des dépliants, notamment à l'Office du tourisme. Il y a vraiment pas mal de catalogues pour visiter la ville, la région. Vous êtes peut-être dans un hôtel où il y a aussi un catalogue avec les sorties possibles. De prendre 2-3 référents comme ça au supermarché, de récupérer des catalogues
et un jour vous avez plus d'idées, un jour où il pleut, un jour où vous n'avez pas envie de sortir, de juste sortir des ciseaux, une feuille et de la colle et de demander aux enfants, selon leur âge, de découper peut-être. Alors votre enfant le plus jeune, juste de découper, ce sera suffisant parce qu'il va déjà manier les ciseaux, donc ça va déjà l'occuper pas mal. Et puis peut-être votre enfant de 3 ans de découper que des choses qui se mangent, donc il va feuilleter le catalogue, il va devoir trouver ce qui se mange, essayer de découper autour. Donc ça associe plusieurs compétences, ça va bien l'occuper et puis à la fin peut-être qu'on pourra expliquer tout ce qu'il a découpé, on pourra regarder ensemble. Et puis avec des enfants plus grands, ça peut être ne découpe que des objets qui commencent par la lettre M. Donc de faire un petit atelier découpage-collage. Ça peut tenir quand même une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de, je sais pas, finir la vaisselle, votre bouquin, le roman, finir de vidanger la voiture et tout. Ça peut permettre une petite activité entre deux visites constructives, entre deux visites culturelles ou entre deux départs à la plage. Donc avoir des magazines sous le coude, avoir une paire de ciseaux pour chaque enfant. Donc des ciseaux à bourron pour les tout petits. C'est des ciseaux qui ont un petit cran d'arrêt. Donc si vous faites l'instruction en famille, vous en avez déjà peut-être. Puis sinon, vous allez trouver ça aussi dans les magasins type Action, dans les magasins vraiment à Carrefour. Il y a en ce moment pas mal de ciseaux à bourron si vous n'en avez pas déjà. Et puis d'adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Bien sûr, on ne laisse pas les enfants sans surveillance s'ils n'ont jamais manié des ciseaux. Pour les ciseaux, j'utilise la même métaphore que pour les pinces à linge que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, on met les deux doigts dans les oreilles des ciseaux, et puis quand on ouvre les oreilles du ciseau, ça ouvre les dents du crocodile et croque. À chaque fois, il y a un crocodile chez moi, que ce soit la pince à linge ou les ciseaux. Ça parle beaucoup aux enfants en classe, donc vous pouvez réutiliser cette métaphore. Le découpage-collage, c'est un grand classique. Ça permet vraiment une motricité fine pour les enfants, parce qu'aussi bien découper que coller, ça permet d'affiner les gestes de la pince entre le pouce et l'index. Il en aura besoin plus tard pour écrire, il en aura besoin plus tard pour affiner ses gestes. Donc c'est aussi par le découpage, par le collage, qu'on travaille le fait de l'écriture. On appelle ça des compétences transversales. On passe par des activités qui n'ont l'air de rien, mais qui vont après appuyer d'autres activités dites sérieuses comme l'écriture. Pour qu'un enfant arrive à écrire, il faut que ses doigts soient bien musclés. Donc si votre enfant a 2 ans, pendant cet été, je vous invite vraiment à muscler ses doigts par le sable, par la pâte à modeler, par la pâte à sel, par le découpage, par le fait de jouer dans la terre, par le fait de planter, de tirer, de pousser, de jouer avec des ballons, de jouer avec des petites balles, des grandes balles, parce que ça va muscler ses doigts. Et quand on lui demandera à l'école de tenir un pinceau, quand on lui demandera à l'école de tenir un feutre, ses doigts seront capables de travailler tout ça. Je relance une petite pique en douce. Évidemment, tout ça n'est pas possible quand on est juste face à un écran. Hop, c'est dit. Pour les plus grands, ce que j'avais fait aussi une fois avec ma grande, c'est qu'on s'était amusé avec tous ces magazines-là à faire des silhouettes recomposées. Donc de prendre l'œil de quelqu'un, la bouche de quelqu'un, la jupe de quelqu'un, et de refaire une silhouette. Donc c'est une activité qui est facile, le collage, parce qu'elle permet plein de créativité, plein d'idées. Même si vous avez une bande d'ados à la maison, filles ou garçons, vous pouvez lancer une activité découpage-collage, parce qu'à chaque fois, il y a l'envie qui dépasse la consigne. La consigne, c'est juste, voilà le matériel, et puis la créativité et l'envie, c'est l'enfant, tiens, ça me donne envie de faire quoi. Peut-être qu'un enfant, ce sera envie de dessiner sa maison idéale, et il va découper, bah voilà, dans ma maison idéale, je voudrais qu'il y ait ça, 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 et puis une autre fille va faire une tenue idéale pour la sortie avec ses amis, ou la sortie du bal, ou tout ça. Donc chaque enfant va pouvoir s'approprier la consigne du moment qu'on a le matériel sur la table. On va parler de tout le côté cuisine maintenant. Donc si vous êtes à l'hôtel, c'est plus compliqué, mais si vous êtes en camping, si vous êtes chez des amis, si vous êtes chez vous, d'associer les enfants à tout ce qui est cuisine, non seulement au niveau des achats, on parlait du marché tout à l'heure, mais au niveau de la préparation, au niveau du temps aussi qui est préparé, parce que si on veut manger le gâteau au goûter, eh ben, il va falloir préparer le gâteau avant, puisqu'il y a le temps de cuisson. Donc parler aux enfants de notre façon de cuisiner, de préparer les repas, comment on épluche une courgette, comment on épluche un concombre. C'est très facile pour des enfants de 2 ans de couper un concombre, de couper une courgette. Les enfants adorent ça. On en revient aux activités de vie pratique que je vous disais plus pour les tâches ménagères. Mais le tequil, cuisine, c'est un des premiers que je conseille.
d'associer les enfants à la préparation de la salade de fruits, de la salade composée. L'enfant, il peut couper les tomates, l'enfant, il peut couper la banane, il peut vraiment s'associer à la préparation du repas. Alors évidemment, éplucher les crevettes, c'est plus compliqué. Il y a des tâches qui sont au niveau de la motricité fine plus difficiles. Mais je vois que mon ado, très tôt, elle a été associée à la préparation d'une quiche, associée à la préparation des tagliatelles carbonara. Et à 10 ans, elle savait faire vraiment des plats de base parce qu'elle a vu mon beau-frère cuisiner, elle a vu mon conjoint cuisiner. Donc en fait, elle regarde comment ils font, elle s'intéresse, elle pose des questions. Donc votre enfant tout petit, vous pouvez lui dire, le riz, ça ne se mange pas quand il est cru. Les pâtes, ça ne se mange pas quand elles sont crues. Il y a des notions scientifiques qui sont déjà très faciles à expliquer. Un enfant tout petit, il va prendre une pâte, il va vouloir la croquer. On lui dit que c'est une pâte, il ne voit pas qu'elle est crue. Donc, ces petites pierres qu'on met dans sa compréhension de la cuisine, il y a des choses qui se mangent crues, il y a des choses qui se mangent cuites, il y a des choses qui se mangent les deux. On peut leur dire que la tarte aux abricots, bah oui, c'est les mêmes abricots qu'au marché, mais on les a cuits. Vraiment, donner des pistes, donner de la verbalisation pour que les enfants se rendent compte qu'un aliment peut être transformé, un aliment peut être écrasé, mixé, cuit, mélangé à un autre aliment. Il y a des enfants, on leur sert une quiche, ils ne savent pas qu'il y a des œufs dedans, parce qu'ils n'ont pas vu la transformation de l'œuf dans le gâteau, la transformation de l'œuf dans la quiche. Donc vous pouvez prendre vos enfants très jeunes et leur dire, viens, je vais t'apprendre à faire une quiche, viens, je vais t'apprendre à faire une pizza. La première fois qu'on fait une pizza tous ensemble avec des enfants, c'est génial parce qu'ils ont l'habitude d'avoir la pizza toute prête dans leur assiette, alors que là, pendant l'été, bah, on peut prendre peut-être 40 minutes pour sortir ensemble les tomates, aller voir quelle viande on va mettre dans la pizza, aller voir quels légumes on va mettre dans la pizza, comment on va la fabriquer, comment on roule la pâte. Donc faire un tequil de cuisine avec les enfants, aller au marché pour acheter les bons produits, vous donnez la liste de courses à votre plus jeune, il va être le roi du monde parce qu'il tiendra la liste de courses dans le caddie. Vous allez lui demander qu'est-ce qui manque sur la liste de courses. Donc si vous voulez même co-construire la liste de courses avec lui, vous allez coller les vignettes du magazine, vous allez coller les bananes et puis à côté vous allez mettre 4 bananes, vous allez coller le raisin et vous allez mettre 1 kilo de raisin. Et l'enfant au fur et à mesure verra que la liste c'est dans le caddie, ça c'est pas dans le caddie, ça on n'a pas acheté, ça on a acheté. Donc une fois de plus, c'est mettre du sens sur les activités de l'été, mettre du sens sur ce qu'on fait en vie pratique. Parce que l'enfant, sinon, le risque c'est qu'il arrive, il s'assoit, il mange, il repart. Il n'a pas compris que manger, c'était une préparation, que la préparation, ça demandait des choix, que les choix aussi, ça demandait du temps. Parce que s'il y a un temps de cuisson, bah, ça veut dire que le temps de cuisson, on l'a préparé 1 heure avant de se mettre à table. Donc ça permet aussi de muscler sa vision du temps, de la temporalité dont je vous parlais tout à l'heure, et puis aussi sa vision des préparatifs. Et quand on veut rendre nos ados indépendants pour plus tard, ce qui peut être un de votre buts, hein, moi elle a 15 ans, donc j'avoue que je suis contente qu'elle sache se faire à manger déjà à 15 ans, parce que pour le coup, moi quand je suis arrivée en Allemagne à Erasmus, à 19 ans, je savais quasiment rien faire. J'avais rien appris à faire parce qu'on m'avait pas vraiment laissé participer à la préparation des repas. Si vous avez des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, vous pouvez déjà les associer à plein de repas de cet été. Il va pouvoir couper le melon, il va pouvoir aider papa à enfiler les morceaux de viande pour les brochettes, pour le barbecue. Il y a des petites tâches que nos enfants peuvent déjà faire pour se sentir puissants, pour se sentir prendre leur place dans la famille et coopérer, contribuer, collaborer. Hein, c'est plusieurs rayures différentes sur leur arc-en-ciel de besoins. Mais collaborer pour un enfant pendant l'été, c'est hyper qualitatif. Il se sent utile, il se sent à sa place, il se dit waouh, on fait appel à moi, je sais faire des choses, je participe à la vie de famille. Éplucher, couper, cuisiner, tout ça, ça va pouvoir l'aider. Et puis il y a des choses qu'on peut trouver aussi un peu plus bizarres. Je vous parlais tout à l'heure des plantes, il y a des mamans qui disaient mais non, je ne vais pas faire arroser les plantes par mes enfants. Et une activité que je leur ai proposée aussi, c'était d'apprendre à l'enfant à plier des serviettes, ou plier des draps, ou plier des torchons. Et elles m'ont dit, mais à quoi ça sert? Et je dis, bah en fait, vous ne croiriez pas si je vous disais que ça sert à la géométrie. Ça sert à la précision, ça sert aussi aux muscles des doigts, donc à la motricité fine. Quand vous avez fini la lessive, quand vous avez fini de ramener la bassine de linge propre, vous allez pouvoir délimiter un petit périmètre, peut-être sur le canapé, ce sera plus facile, et de donner quelque chose à plier à vos enfants. Donc au début, ça va être un peu
approximatif, ça va être un peu amateur. Et puis avec la répétition, avec les gestes, vous allez lui montrer comment vous pliez le t-shirt, comment vous pliez le pantalon. Et l'enfant va se prendre au jeu, il va dire attends, mais moi aussi je peux le faire. Et voilà, vous allez arriver à ce que l'enfant soit tellement fier de plier ses pantalons, d'aller les ranger tout seul dans son tiroir. Le matin, quand il prendra son pantalon, il sera fier parce que c'est lui qui l'a rangé, c'est lui qui l'a plié, et il se sent compétent de savoir plier ses vêtements, de savoir ranger. Donc vous pouvez aussi, si c'est chez vous pendant l'été, si c'est votre maison de vacances, lui proposer de décider où est-ce qu'il va ranger ses affaires de sa valise. Est-ce que là, il met les pantalons à gauche, les robes au milieu, les culottes à droite, les chaussettes en bas. Entraînez-le à prendre des décisions qui n'ont aucun impact pour vous. Là, pour le coup, le rangement de son tiroir de vacances n'a pas d'impact sur votre vie à vous d'adulte. Par contre, pour lui, sur sa rayure d'autonomie, sur sa rayure d'identité, de son arc-en-ciel des besoins, il va se sentir capable, il va se sentir compétent, il va se sentir puissant, tout simplement parce qu'il range, il ordonne, il coordonne son tiroir d'habits. Donc vous pouvez lui demander où est-ce que tu vas ranger tes chaussures, où est-ce que tu vas ranger tes casquettes, et à chaque fois lui redire « Ah, tu avais décidé que les casquettes c'était là, peux-tu remettre la casquette à sa place ?» Donc on travaille à la fois la rayure d'ordre, de sens, de compréhension, on travaille aussi la motricité, puisqu'à chaque fois c'est l'enfant qui va prendre le linge propre, le plier, le ranger à sa place. Alors au début il fera que le sien, c'est déjà très bien, et puis il peut se prendre aussi à l'envie de dire « Ah attends, je vais faire ceux de ma cousine, je vais faire ceux de ma petite sœur, est-ce que je peux faire aussi les bavoirs pour remettre dans la cuisine, les torchons pour mettre dans le tiroir de l'entrée et tout ça ?» Donc si ça l'intéresse, ne freinez pas cette envie de contribuer, cette envie de participer, et plier des serviettes, plier des draps. Voilà, ça sert aussi à la géométrie plus tard, ça sert à l'axe de symétrie, ça sert à l'axe d'angle. C'est bizarre à dire, mais c'est déjà entraîner nos enfants pour plus tard, pour les compétences mathématiques, pour les compétences spatiales et logico-mathématiques. Donc je vous mets de temps en temps du jargon qu'on utilisait à l'école, parce que nous, quand on construisait nos progressions à la maternelle, on avait ces compétences qui devaient apparaître à la fin de l'année. Et en fait, expliquer aux enfants que plier un mouchoir, plier un foulard, c'est des compétences. Et quand je disais ça aux mamans pendant le confinement, elles me disaient « Mais on n'aurait jamais imaginé, Séverine, que plier une serviette de toilette, c'était une compétence scolaire. » Je fais « Oui, tout est une compétence scolaire. Quand vous aidez l'enfant à s'habiller le matin, c'est aussi une compétence scolaire. Ça n'a l'air de rien, mais tout ce que vous êtes en train déjà d'apprendre à vos enfants pour leur autonomie sert ensuite à sa rentrée en classe. » Il y a déjà un épisode qui dit si vous ne savez pas exactement quelles sont les attentes de l'école pour la première rentrée, je pense que c'est l'épisode 5 du podcast, donc vous pourrez aller voir. Et par rapport à l'autonomie globale, l'été, c'est quand même une belle occasion aussi de le laisser faire des nouvelles choses. Donc des nouvelles choses pas forcément plus dangereuses, mais en tout cas des choses qu'il ne faisait pas l'été dernier. Si chaque année vous partez au même endroit, peut-être dans la famille, dans un autre pays, peut-être si vous partez avec les mêmes amis, et bien comme l'âge change d'une année sur l'autre, peut-être que cette année, il aura le droit d'acheter le pain tout seul. Peut-être que cette année, il pourra emmener sa petite sœur près de l'eau et il pourra la surveiller près de l'eau. Voyez ce qui a changé depuis l'année dernière au niveau de son autonomie. Voyez ce qu'il est capable maintenant de faire parce qu'il a grandi. Ça va beaucoup le valoriser et en fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle activité, c'est une activité qu'il avait déjà vue, mais l'année dernière, il n'était pas encore vraiment capable de la commencer. Alors que cette année, il y a eu une maturité, il a grandi, il a peut-être eu des compétences intermédiaires qui sont venues, et cette année, votre enfant, il sera capable de faire ça. Il sera capable d'accéder aux gestes, à la confiance aussi de l'adulte, parce que pour aller à la boulangerie, il y a peut-être un trottoir à traverser. Est-ce qu'on est capable de le laisser traverser tout seul? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on a envie qu'il le fasse? Est-ce que c'est nous qui avons notre peur? Est-ce que c'est notre flamme à nous dans notre cheminée? Donc, toutes ces petites actions qu'il va pouvoir découvrir, ces responsabilités, vous allez voir si vous êtes capable de lui accorder ou non. Puis parfois, l'enfant ne va pas être demandeur, et puis parfois, c'est l'enfant qui va vous proposer « Est-ce que je peux prendre le bus avec tata pour aller à la plage? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en tata pour gérer le problème? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser agir sans vous ?» Donc ça vous permet de mettre à jour ces nouvelles compétences de jeune enfant, de pré-ado, d'ado. Qu'est-ce que vous allez cet été lui autoriser qu'il n'avait pas le droit l'année dernière?
Voilà, au niveau de sa rayure d'autonomie et sa rayure d'identité. Après, il y aurait plein d'autres activités à proposer sur plein d'autres thèmes. Je vous en donne une petite dernière parce qu'elle est super qualitative. Un jour où vous n'avez plus d'idées, un jour où vous êtes vraiment au bout de vos ressources, vous sortez juste un nouveau drap ou une couverture, vous la mettez au-dessus de la table du salon, au-dessus de la table du camping, et vous faites une cachette, et les enfants ont le droit d'emmener des jouets en dessous, d'emmener des doudous en dessous. Donc la cachette, le drap, ils peuvent aussi emmener peut-être un petit coussin, une petite lampe de poche, et se cacher sous la table avec la lampe de poche, ça fait une cabane. Donc la notion de cabane, la notion de cachette, la notion de petite lampe de poche, de secret en fait. On joue avec le secret, ça nous renvoie au cache-cache du début. Je pourrais vous parler encore pendant des heures, je pense qu'on est à plus de 40 idées largement. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez peut-être en messagerie, si vous entendez ce replay, quelles sont les idées qui vous ont surpris, peut-être quelles idées vous avez envie de mettre en place cet été, quelles idées vous n'aviez jamais entendues, parce que là vous avez 22 ans d'expérience en maternelle et puis avec mes 2 filles aussi, donc vous avez pas mal d'idées qui vont peut-être soit recouper des choses que vous avez déjà vues sur Internet, soit des choses complètement inédites. C'est des idées que j'envoyais chaque matin aux mamans pendant le confinement. Donc sur leur boîte mail, elles recevaient 10 idées par jour pour occuper leurs enfants de 2 à 3 ans pendant qu'on était confinés en 2020. Donc à force, je pense qu'on a eu presque 45 jours d'école qui ont sauté. Donc il y avait plus de 400 idées qui ont été envoyées sur leur boîte mail. Donc aujourd'hui, il n'était pas question de vous faire les 400 idées, mais je pense que vous avez un panel de thématiques, de manière d'amener les choses, parce qu'on pourrait partir sur des journées super-héros, on se déguise comme des super-héros, on regarde comment on veut avoir des super-pouvoirs, ou on fait une liste de toutes les activités qu'on voudrait faire dans notre vie. Vous allez retrouver vraiment d'autres idées sur les post-it aussi de mon compte Instagram. Donc si vous avez envie, je vous invite à me rajouter sur Instagram pour se ressourcer, mettre à jour notre vie de famille. On a toujours beaucoup d'envie, et puis parfois on est à court d'idées, donc vous pourrez piocher aussi sur mon compte Instagram plein d'idées différentes, comme se déguiser, se faire des massages, faire des compositions avec des cailloux, avec des feuilles. Tout ça, c'est des idées que vous allez retrouver. Vous pouvez faire un thème sur la journée nature, vous pouvez faire un thème sur associer les habits de la grande, on change d'habit, ou on mange à l'envers, ou des idées très créatives. Et puis vous allez sans doute en trouver plein d'autres. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bel été, que vous restiez, que vous partiez, que vous ayez des petits, que vous ayez des grands, de repenser aussi les activités de nos enfants comme étant un peu plus libres et un peu plus souples. On a parfois envie de les inscrire à plusieurs activités où il y a un résultat. Donc peut-être que le résultat de l'activité n'est pas aussi important que le processus de mieux comprendre comment on y arrive. C'est pour ça que j'aime autant que on patouille en fait avec les enfants, qu'on les laisse disposer du matériel, qu'on les laisse envisager que tout ça c'est des expériences plutôt que des productions. Et on est beaucoup dans le monde actuel sur la comparaison des résultats, sur les choses qui sont très instagrammables, sur les choses qu'on va prendre en photo pour montrer aux grands-parents, pour montrer aux cousins, aux cousines, pour voir, t'as vu ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et je vous invitais dans cet épisode-là donc à reconsidérer que le jeu libre, c'est vraiment la manière d'être, de grandir de l'enfant dans ses propres cheminements intérieurs. C'est qu'à un moment donné, on connaît bien nos enfants, on les a observés, on est une partie des meilleurs spécialistes de nos enfants puisque on les a vus grandir, mais pendant l'été, ils vont avoir des nouvelles idées, ils vont avoir de la créativité différente. Je vous invite d'ailleurs beaucoup à picorer aussi dans les épisodes du podcast parce que suivant l'âge de votre enfant, peut-être que vous avez envie de préparer la rentrée. Donc la rentrée, ça va être l'épisode 5. Peut-être que vous avez envie d'apaiser les colères. Les colères, ça va être l'épisode 38. Peut-être que vous avez envie de mieux communiquer dans votre couple. Ça va être l'épisode 41. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis en tout cas, amusez-vous, amusez-vous avec vos enfants. Passez du tequil en famille, mais pensez aussi à vous. C'est l'épisode 62. Si vous sentez que cet été va vous challenger au niveau, vous, adultes, de vous dire comment je vais prendre du temps pour moi parce que là, je vais avoir les enfants à temps plein, commencez par l'épisode 62. Vous êtes nécessaire à vous prendre des tequils avec vous-même.
J'espère que ces clés vont t'aider à passer un merveilleux été 2024. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous, bon été à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.